Salut. Euh, Aujourd'hui, je vais essayer de parler un petit peu des livres que je lis. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais ça peut être une bonne entrée en matière en termes de connaissances, tout à chacun. Là, on est sur les neurosciences. Donc là, on parle de participer au projet millénaire et de comprendre soi-même ci-dessous les médecins qui guérissent la fantaisie, en purgeant ainsi par des drogues la folie. Donc là, en fait, ce que je vais essayer de parler, c'est que ça date, hein, ça date de 1620. Donc ça fait quand même des années. C'était même avant Nostradamus et tout, par rapport au tarot, hein, qui était en l'an 1666. Facile à retenir, hein, avec le roi qui faisait son tarot en dessous, même c'est Maccabée comment dire, autopsiait. À l'époque, c'était quand même pas une forme d'hérésie en termes vers la religion, etc. Parce que le clergé avait un sacré pouvoir à l'époque. Et donc, il y avait quand même quelques rois qui allaient à l'encontre justement de l'Église, quoi. Et justement, à cause justement de l'Église, on a perdu au moins 700 ans de technologie en termes de, par exemple, tout ce qui est électronique. Enfin, l'électronique, ça arrive bien plus tard, mais par exemple, l'électricité qui arrive dans les années 1800, ça aurait pu arriver bien plus tôt, mais à cause du clergé, on n'a pas évolué, on n'a pas beaucoup évolué. Dès qu'il y avait quelqu'un qui commençait à faire de la médecine, c'est tout de suite des sorciers ou des machins comme ça, alors que ils travaillaient sur des plantes, des choses comme ça, ils essaient de guérir les gens. Tout de suite, c'était des sorcières, par exemple les femmes qui naissaient rousses. On avait beaucoup qui étaient considérées comme des sorcières, ou même le simple fait de la superstition par rapport au chat noir, qui était lié à la sorcellerie, par exemple, ou même au sacrifice d'animaux, etc. Dès qu'il y avait un sacrifice, tout de suite, c'était par rapport à Satan et tout le bordel, alors que ça avait rien à voir. Ça se trouve, à récupérer quelque chose dans l'animal, ou autre, hein, ou peut-être qu'il était malade, hein. Et, euh, et donc, ouais, là, en fait, par rapport à la folie, et donc là, on voit bien l'illustration. Je sais pas si les gens, enfin, si vous allez voir. Donc là, on voit l'illustration. Là, on voit bien que ça a l'air d'être une personne qui a un trouble, soit schizophrène, un trouble de la schizophrénie. Et donc, à l'époque, soit c'était une trépanation, ou soit, il s'était soigné par des drogues, hein, diverses. Et je pense que dans le tas, à mon avis, il n'y avait pas que des schizophrènes. Je pense qu'il y a des surdoués aussi qui étaient aussi tués, hein, parce qu'ils avaient beaucoup d'imagination. On reconnaissait pas forcément. Même à l'époque, ils connaissaient même pas c'était quoi le concept des neurones. Donc, enfin le concept, je peux pas vraiment dire que ça parce que ça existe vraiment, mais ils avaient pas le mot en fait pour le visualiser et le comprendre en fait. Faut comprendre aussi que notre langue, elle est comme relativement riche. Enfin, toutes les langues en général, hein. Mais par exemple, si on va prendre le latin, par exemple, dans le latin, enfin, je sais pas après, je suis pas un spécialiste, mais je sais que, enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, que dans le latin, le mot ordinateur n'existe pas, parce que justement, à l'époque, ça existait pas. Mais après, peut-être qu'ils ont été mis à jour et il y a un latin moderne. Euh, mais en soi, ouais, il y a des mots qui n'existent pas dans certains pays, enfin certaines langues, et donc on peut pas forcément traduire en fait. Par exemple, dans la langue arabe, il y a des mots qu'on peut pas forcément traduire en français. Par exemple, il y a des mots, par exemple le mot quantique. Beaucoup de gens le comprennent par rapport à la science quantique, par rapport à l'informatique quantique, que le un peut être à la fois zéro et un, et qu'après il y a des corrections qui se font dessus. Mais disons que par rapport au mot quantique, en arabe, en fait, il y a un autre mot. Je pourrais pas le dire parce que je le connais pas, mais je sais qu'il y a, il y a un voisin qui m'avait lu à l'époque. J'étais plus jeune, hein. Je devais être sur mes entre 15 et 18 ans. J'étais venu dépanner son PC chez lui et il m'avait traduit un verset qu'il avait dans un cadre et il m'expliquait, il avait lu, c'était écrit en arabe, je lui ai demandé de lire, et il m'expliquait comme quoi que Dieu était à la fois mort et vivant. Et donc en fait, il n'arrivait pas à traduire le mot. Je pense qu'il cherchait soit le mot quantique, ou soit, enfin, je pense pas que c'était vraiment quantique parce que c'était lié à la religion. Donc il disait à la fois mort et vivant, et il n'arrivait pas à traduire ce mot-là. Et donc, je pense qu'il y a, même c'est certain, c'est comme le mot Ubuntu par rapport à Linux, qui veut dire de réussir tous en même temps, mais il n'y a pas de traduction du mot en lui-même. En fait, il n'y a pas de perdant. En fait, quand on dit Ubuntu, c'est tous ensemble, c'est qu'on arrive tous au même point final. Enfin, je veux dire, s'il y a une course, on se donne tous la main et on franchit tous en même temps, quoi. C'est dire ça, c'est tous ensemble, c'est qu'il n'y a aucun perdant, quoi. Et par exemple, dans notre langue, il y a des, il y a des choses qu'on pourrait jamais traduire sur d'autres langues. Et donc, oui, pour la guérison, justement. Euh, Ouais, il soignait par rapport à des drogues, etc. Et donc, je pense que c'est un peu triste, hein, quand même.
Et par rapport à ce qu'ils disent, immédiatement cela se passait dans le contexte singulaire, intérieur, une région située derrière le front dès que nos actes s'écartant de leur cible. Des neurones spécialisés de la détection d'erreurs entrent en activité. Et en fait, ouais, c'est des neurones. Enfin, là, je suis en train de lire l'article, enfin, l'article, le passage, là. En fait, c'est des neurones qui répondent en 10, comment on dit, enfin, en 10 centièmes de seconde, en fait. Et en fait, c'est la correction des neurones. Par exemple, si on fait une erreur, c'est l'effet oups. Je crois que je l'ai publié sur mon Facebook. Donc voilà, c'est ça. Euh, et donc, une intense onde électrique profonde et négative envahit le milieu du front. Enfin, c'est le lobe frontal. Un peu, et on croit voir Homer Simpson se frapper le crâne en poussant son célèbre taux. Un peu plus tard, une autre onde positive signale la prise de conscience de notre erreur. Ouais, faut comprendre que notre cerveau, il est biochimique et donc il est bioélectrique. Et donc en fait, tu vois, il y en a, c'est de la biochimie. Et donc, bah, il y a une réaction au niveau des neurones positif et négatif. Et donc, il y a en permanence des corrections. D'ailleurs, si on devrait construire un ordinateur pour créer un cerveau humain, il nous faudrait plusieurs gigas, voire des. Enfin, moi, ma théorie, ce serait que c'est pas avoir des gros processeurs en fait dans l'ordinateur quantique en fait, enfin l'ordinateur quantique ou l'ordinateur conventionnel qu'il faudrait, ce serait plutôt un processeur qui va pas très haut en fréquence, par exemple, qui va, je sais pas, 500 MHz, un peu moins même. Enfin, je sais pas, mais enfin, je pense que c'est ma théorie. Enfin, je pense que elle est juste et qui devrait plutôt être dans les 500 MHz, pas très haut, hein. Mais par exemple, il y a des milliers de cœurs. Par exemple, je sais pas, c'est souvent par nombre de paires. Les plus gros processeurs, il doit être, ça doit être maintenant des 512 peut-être, 512 corps. Donc, ouais, je pense qu'il faut des processeurs comme ça, mais des processeurs avec des basses fréquences et énormément comment dire, de petits processeurs en fait qui vont traiter de l'information en fait pour créer un effet de neurones rien comme un cerveau quoi, parce que le cerveau il a quand même 100 milliards de neurones avec 10 connexions par neurone, enfin 10 000 connexions par neurone et un réseau de plus de 3000 un réseau de plus de 3000 connexions en tout. Il y a un réseau de plus de 3000 ou 300 000, un truc comme ça. Et bah donc c'est très très grand quoi. Et apparemment il faudrait 50 pétas pour stocker justement toute l'information de notre cerveau. On se rend pas compte, mais pour justement rien que parler ou regarder un film ou etc. On utilise beaucoup de ressources en termes intellectuels ou autres. Enfin à moins qu'on a un trouble comme le TDAH avec hyperactivité ou non. Euh, donc on décroche un peu dès qu'il y a un bruit ou des choses comme ça. Mais quand on est vraiment concentré sur un film et qu'on écoute les paroles et qu'après qu'on fait des liens, etc., de ce qui s'est passé, par exemple, dans des séries ou autres, euh, bah d'une part, on active beaucoup de régions au niveau de notre cerveau en termes bah, déjà social, parce qu'il faut comprendre les interactions sociales, il faut savoir qui est qui, hein, quand même, faut se rappeler, on sollicite notre mémoire, on sollicite les liens qui se passent dans le film ou la série. Ensuite, faut suivre la trame de l'histoire, etc. Donc c'est quand même, on se rend pas compte, en fait, on le fait inconsciemment, mais quand on le fait consciemment et qu'on a une écoute active en permanence, euh, après tout le monde ne le fait pas forcément, mais si on écoute vraiment les séries, etc., bien concentré, même qu'on écoute les fluctuations de voix, etc., c'est quand même d'ailleurs comme ça qu'ils font, j'imagine, les awards des films, etc., pour ceux qui sont les plus convaincants, j'imagine. Bah, on se rend compte, bah, il y a des bonnes séries et des moins bonnes, mais on peut se rendre compte de l'ampleur en fait d'une série qu'elle est intéressante ou non, quoi. Par exemple, comme Game of Thrones, ça a demandé beaucoup d'argent, certes, parce que bah, c'est quand même une bonne série en soi, parce que beaucoup de gens l'ont regardé. Euh, et on voit bien qu'elle est construite, il y a une narration, etc. Il y a aussi tout un univers qui est autour. C'est comme par exemple les jeux vidéo aussi, c'est pareil. Il y a des jeux vidéo qui vont se terminer en 8 heures, d'autres qui vont mettre 50 heures, mais si on fouille un peu plus, on peut se rendre compte qu'il y a tout un univers. Euh, D'ailleurs, il y a derrière moi, là, quand j'ai joué à, comment on appelle ça, à Mario RPG, je savais pas que les Toads, enfin moi j'appelle ça les Toads, les champignons là, qui servent Peach, justement, je savais pas qu'ils avaient un roi.
Donc j'ai appris ça dernièrement, je suis plutôt content. Puis il y a un méchant qui s'appelle Mastoc, un truc comme ça. Enfin, c'est marrant, tout un univers comme ça. Et donc ouais, je pense que par rapport aux neurosciences, comment dirais-je, bah, plus le temps avance et plus on se rend compte de notre, si je peux dire, notre chance en fait d'être conscient de soi-même, conscient du bien et du mal, de la dualité, de tout ce qui nous entoure, etc. Et de contempler aussi ce qui est beau. Même si on se sent pas très très bien, c'est quand même bien d'être en, pas en admiration, c'est en complantation. Enfin, comment on dit? Enfin, je veux dire, regarder simplement une fleur, voir comme elle est parfaite et être heureux d'être en vie et d'observer simplement la nature, etc. C'est très ressourçant. Et en regardant bien en détail les fleurs, les arbres, etc., ça peut aussi augmenter notre capacité à reproduire la nature sur une toile, par exemple. Euh, ce qui serait, ce qui est intéressant d'ailleurs au passage, hein. Parce que bah, plus on va s'entraîner à observer quelque chose, plus justement on va pouvoir l'ancrer dans notre mémoire et justement bah, de la dessiner en fait via notre mémoire en fait. Et bah, c'est un travail aussi qu'on doit faire tous les jours, de retenir notre mémoire. Je pense que en tant qu'être humain, j'aime pas trop dire ça parce qu'on n'est pas supérieur aux animaux en soi, mais même si biologiquement, intellectuellement, on est quand même supérieur en soi, mais j'aime pas dire qu'on est supérieur parce que chaque animal a une fonction, une utilité dans la nature, et donc on peut pas leur dire ouais bah tiens toi t'as simplement un dauphin, toi t'es simplement un rat, tu fais juste ça, le dauphin il est plus intelligent que le rat, non bah non, ils ont tous les deux leur fonction. Si je veux dire s'il y aurait pas de rat par exemple dans les égouts par exemple, les égouts seront bouchés. Il y aurait pas de dauphin par exemple, il y aura beaucoup plus de requins ça se trouve. Parce que les dauphins ils attaquent aussi les requins, faut le savoir. Mais bon, ils sont aussi massacrés par les humains. Et nous, en tant qu'espèce, je pense que on doit justement être conscient de notre intelligence et justement de ne pas faire le mal justement autour de nous, mais justement contribuer à ce que la flore et la faune justement croient grâce à nous. Je pense que si on est croyant, Dieu nous a ôté enfin donné plutôt pas ôté parce que ce serait absurde, euh, donné enfin une capacité cognitive quoi qui nous permet de réfléchir. Et donc bah justement je pense que si on devrait être l'extension de Dieu à son image, etc., on devrait justement continuer son œuvre. Et donc justement si on devrait continuer son œuvre, s'il a créé la terre, etc., justement préserver la nature. Et justement il faut voir aussi la planète Terre comme une bibliothèque biologique, qu'on a énormément de chance d'être sur Terre, qui a la vie. Beaucoup de gens l'oublient justement, que la vie, c'est pas forcément quelque chose de normal. C'est peut-être quelque chose d'inhabituel. Et on a aussi la chance d'avoir une lune aussi, qui nous permet d'avoir des marées. Et que si on n'aurait pas la lune, le climat sera beaucoup plus compliqué, plus difficile. Donc, toutes les circonstances réunies fait que notre planète, elle est très rare et je pense qu'il faut la préserver. Et je pense qu'en tant qu'espèce, l'être humain, quoi, on a un devoir de protéger la nature et de protéger même, bah, même ses semblables, etc. Et qu'on doit se rendre tous utiles pour la société et pour, comment on appelle ça? Bah, pour tout le monde en fait en soi. Moi personnellement j'ai un projet, mais après, enfin, c'est à nous de trouver notre place dans la société et dans la nature. Mais je pense qu'on a chacun un rôle à jouer. Même si ça paraît petit pour notre propre point de vue, je pense que tous ensemble, on peut faire quelque chose et c'est pas en attendant ou même quelqu'un qui est en appartement, même un petit studio, simplement comme là j'avais parlé aussi dans une autre vidéo, mais comme je l'ai fait exprès, il faut que donc là je suis en train de refaire un peu ce tout. Et donc ouais, même dans un simple studio de 20 mètres carrés, vous plantez par exemple une centaine de graines ou même une cinquantaine si vous avez la place, les replanter dans la nature, ça contribue tout simplement. Ou même aider des associations si vous avez le temps, ou je sais pas, donner de l'argent aussi, c'est ce qui est bien. Mais, mais personnellement, moi je préfère aller faire les choses de moi-même. Après là, moi je dis pas que c'est mal de donner de l'argent, mais disons qu'après c'est quand même bien de savoir ce qu'ils en font, quoi. Et toutes les sociétés ne sont pas forcément transparentes. D'ailleurs, c'est pareil en parlant de société, industrie par exemple. euh, Bah, je pense qu'il y a des gens qui doivent le savoir. C'est que les sociétés qui polluent énormément peuvent
payer des entreprises qui polluent moins et justement, elles les payent pour récupérer justement leur fait qu'ils ne polluent pas parce il y a des quotas de pollution en fait en France en tout cas. Et donc, bah, si, mettons, imaginons que si elle peut pas, une entreprise peut dégager maximum, je sais pas, 100 mégatonnes de CO2. Elle a fait plus de 100 mégatonnes. Et bah, elle va avoir une entreprise qui fait que 20 mégatonnes, par exemple, et elle lui rachète, mettons, je sais pas, 60 mégatonnes de non de production de CO2 pour la mettre sur son entreprise. Et donc, sa société, l'usine qui pollue, justement, euh, et bah, justement, elle paye pas des amendes ou des taxes, etc. de pollution. Et donc, bah, ça se passe comme ça. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu absurde. Mais bon, j'imagine que ça doit équilibrer les choses. Mais je pense que, voilà, s'il y a des quotas, c'est, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et donc, il y a ça. Et du fait aussi, par exemple, on peut parler aussi, il y a aussi les zoos, hein. Les zoos, pareil. Moi, j'ai toujours vu ça comme une prison d'innocents. Euh, je pense que tous les zoos devraient être agréés par une association aussi. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, une collaboration avec une association pour être sûr que les animaux vont bien. Euh, après, comment dire, je dis pas de mal aux ceux qui s'en occupent, hein. C'est pour justement qu'il y a pas comment dire, de prise d'intérêt en fait par rapport aux eaux, parce qu'il y a des eaux, par exemple, tu vois, ça peut être que l'argent, donc c'est un peu triste. Donc avoir des associations comment dire, qui contribuent au bien-être des animaux, etc., pour avoir aussi un autre point de vue. Et puis ils n'ont pas la même image forcément au niveau du public. Donc, je pense que c'est intéressant. Et je pense que dans les zoos, justement, s'ils font de la reproduction, de les relâcher dans la nature. Mais après, il y a aussi le côté aussi des braconniers qu'il faut lutter contre eux. Parce que, bah, justement, c'est pas. Même la Chine, hein, je vois pas ce qu'ils ont à vouloir tuer tous les animaux juste pour des effets pharmaceutiques, si je peux dire. Et encore, c'est même pas prouvé, quoi. Je veux dire l'être humain, en termes de vitamines, etc., il a pas besoin de récupérer, je sais pas, une viscère d'un tigre ou je sais pas quoi, voilà quoi. Euh, Il y a plein de trucs comme ça, ou même le Japon, hein, qui continue je crois, il me semble, ils continuent à chasser la baleine, alors qu'il nous reste moins que 5000 dans le monde. Donc bah c'est pas énorme, hein. Et surtout que les baleines sont utiles pour remonter l'azote à la surface de l'océan. Et cet azote-là nourrit le phytoplancton qui est justement un vecteur important dans l'oxygénation de l'atmosphère pour la planète. Donc c'est quand même quelque chose d'important, les baleines, hein. En plus, ce qui se passe dans les océans, c'est pas top, hein, avec tout le plastique, les microplastiques, etc. Après, je sais qu'il y a les cotons-tiges en plastique qui vont disparaître, même si c'est déjà le cas, j'imagine, ou les gobelets en plastique, hein, c'était une vraie horreur, hein. Euh, Pareil pour les brosses à dents, hein. Les brosses à dents en plastique, je pense que c'est une aberration. On pourrait très bien faire des brosses à dents en bambou et trouver des fibres naturelles qui sont biodégradables. Même si on doit changer notre brosse à dents peut-être tous les 3 mois, c'est pas grave, hein. Ou les 6 mois, c'est rien, quoi. Euh, Ça contribuerait. Et pourquoi pas mettre justement comment on appelle ça, des graines dans la brosse à dents. Comme ça, quand on jette la brosse à dents, bah, on peut faire pousser une plante, quoi. C'est comme les crayons dans les crayons de bois ou les crayons de couleur, par exemple, mettre des graines tout en haut du crayon qui permettrait une fois qu'on l'a usé, de le planter dans un pot et de faire pousser une plante. Ils devraient faire ça sur tous les crayons. Mais ça leur coûte pas beaucoup plus cher en plus. Parce qu'il suffirait de faire un trou, mettre une graine. Donc ça leur prend même moins de matière parce que justement il y aura un petit trou dedans et donc il y aura un petit creux vide. Et donc ils mettraient même pas de bois ou de matière première en termes de couleur par exemple. Des crayons de couleur quoi. Euh, enfin, j'étais sur la neuroscience. Et donc ouais, je reviens sur la neuroscience un petit peu. Et ouais, il faut voir que c'est super intéressant parce qu'on évolue beaucoup. Euh, et donc bah euh, comment dirais-je, qu'on va en apprendre beaucoup de plus en plus. Et je pense que c'est un métier d'avenir en fait. Même, je pense qu'il faut se lancer dedans quoi. Et ça nous permet de nous connaître aussi. Euh, donc voilà. Bon, j'ai un peu parlé de ça. Je vais partir sur une autre vidéo parce que là on arrive à 20 minutes. Donc là c'est plutôt le côté comment dire, neurosciences. Euh, bon après je peux continuer à parler si ça intéresse les gens, mais bon il y a quand même beaucoup d'informations. Là c'est les secrets ultimes de la Terra Incognita.
Je peux lire, je peux aussi lire l'article, hein, ça peut être intéressant pour les gens. Sous l'impulsion de programmes de recherche comme le Human Brain Projet, les scientifiques disposant à présent d'atlas complets des régions cérébrales, par Héloïse Rambert. Le projet étant très ambitieux, trop pour ses détracteurs, en 2013 inaugurait en grande pompe le Human Brain Project, un mastodonte financé par la Commission européenne à hauteur de plus de 600 millions d'euros. L'objectif est de ce programme de recherche appelé à faire collaborer 500 scientifiques à travers tout le continent. Produire une simulation informatique du cerveau, ni plus ni moins qu'un jumeau virtuel de l'organe, imitant son anatomie et son fonctionnement dynamique, et sur lequel on pourrait tester toutes sortes d'hypothèses scientifiques, comme la conquête spatiale en son temps. La course à la découverte de cette terra incognita qu'est le cerveau est lancée. La même année, les États-Unis consacrent 6 milliards de dollars à un programme visant à développer de nouvelles technologies de cartographie dans le cadre de l'initiative Brain Research, c'est en anglais, Drone Advancing Innovative Neurotechnology. En 2014, c'est au tour du Japon de lancer initiativement Brain Mapping, être l'intégration des neurones pour dissocier. Après, je comprends pas ce mot. Bon, peu importe. Dont une grande partie consiste à cartographier les réseaux neurones du Wistiti commun. Suivant d'autres pays comme le Canada, l'Australie, la Corée du Sud ou la Chine avec des programmes de recherche capables plus de 10 ans après, où en sommes-nous? Encore loin du compte. L'ambition de départ, à savoir une modélisation informatique extrêmement précise du cerveau humain, s'est révélée impossible, constatent les neuroscientifiques. Philippe Vernier, co-directeur général de la plateforme Embrain, une émanation directe du Human Brain Project, le défi était colossal. Un cerveau humain, ce sont 200 milliards. Alors, 200 milliards de cellules, plus qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, exprime Hervé. J'essaie de bien lire le nom parce que pour pas les décrocher quand même. Chenives, directeur de recherche du CNRS, neurobiologiste et neurologue, et chaque cellule établit à peu près 5000 connexions avec des cellules voisines, ou un peu plus distantes. Dans ces connexions réside le mystère de notre conscience, de notre mémoire, de notre apprentissage et de notre activité quotidienne. Sans compter les plusieurs centaines de kilomètres de vaisseaux sanguins qui courant sous notre boîte crânienne. Vertigineux. En 2012 pourtant, il y avait des raisons d'y croire. Dans les années 2010, nous nous sommes rendus compte que nous avions désormais des capacités d'analyse à grande échelle grâce à la convergence des connaissances en neurosciences et de la connaissance de calcul, de la puissance de calcul. Pour suivre Hervé Schweinwerth, très vite cependant, le projet européen détaille englué dans des guerres d'ego, des divergences scientifiques profondes. Il est contraint de changer de groupe venant de ces deux, venant et de, je relis la phrase. Il est contraint de changer de gouvernance et de réviser ses objectifs. Bon, voilà, là, on commence à voir la dyslexie qui commence à arriver. La fatigue, quoi. Il faut dire qu'il est quand même 4 heures du matin, quoi. Alors 150 millions, c'est le nombre de synapses comptabilisées dans un échantillon de cortex cérébral de la taille de la moitié d'un grain de riz, l'équivalent de 1400 téraoctets de données. Donc 1440 téraoctets de données, c'est que c'est quand même 1 million... enfin non, enfin, j'ai dit des bêtises. Ouais, 1400... 1 téraoctet, c'est 1000 gigas, donc bah, faut être le calcul, hein, 1400 téra, donc sur la moitié d'un grain de riz. Donc, et on est sur quel... on est sur le cortex temporal. Est-ce que je peux le montrer?
Alors, Cortex, non, 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 il est pas ici. J'ai peut-être trouvé une photo pour le montrer, ce serait peut-être intéressant. Ah, ah, c'est dommage. Bon, je vais quand même montrer l'image. Au moins les gens. Peut-être, je sais pas si on voit bien. Bon, comme ça, au moins. Bon, après, je sais pas si ça va être bien. Ça va être à l'endroit quand les gens vont lire. Là, on peut voir le cerveau. Et donc là, on peut voir une image assez détaillée. Bon, c'est une souris, hein. J'ai déjà lu l'article. C'est une souris, en fait, ils ont fait une biopsie au niveau informatique. Et là, on peut voir justement comment les neurones se déplacent. Quand... Ça reste limité à une souris, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Et on peut voir aussi, il y a une image d'ailleurs, je pense que je vais prendre cette image-là, je vais la découper, enfin, je vais enlever on appelle ça les agrafes, et je vais découper ce passage-là, enfin ce truc, et je vais l'encadrer dans un cadre. Ça peut être intéressant. Là, on peut voir. Là, c'est l'image d'un cerveau. Je sais pas si on peut, si tout le monde voit. Ouais, on voit plus. Mais ouais, on voit le cerveau dans sa totalité. Et je pense que ça peut être un tableau assez sympathique de le mettre ça dans un tableau avec un petit cadre en bois, ou même prendre des cagettes, les coller entre elles, et après bah, de poncer, de faire des découpes et tout ça. Les cagettes, ça vaut que dalle, on peut les récupérer gratos. Et faire un cadre, après, il y aura juste la vitre à peut-être à payer. Et donc, bah, créer un cadre. Et après, les trucs de liège, par exemple, je prends un mixeur, un truc du genre, je prends les bouchons en liège. Par exemple, je sais que ma sœur, elle boit pas mal de vin. Donc, bah, je récupère les bouchons en liège de ma sœur et je les mixe. Après, j'ai une espèce de pâte. Et avec cette pâte-là, bah, après, je l'aplatis, je mets de la colle, une espèce de colle, j'attends que ça durcit. Et après, bah, je peux faire le plaquage derrière du tableau. Donc, ça peut être intéressant. Donc, à voir. Donc, voilà. Bon, là, ça fait 26 minutes. Je ferai une autre vidéo peut-être demain. Voilà. Après, j'ai peut-être parlé aussi de, comment on appelle ça? Il y a aussi Eastel, la conquête du cerveau humain. C'est, euh, c'est comment on appelle ça? Un IRM, pour faire des IRM avec un aimant de je sais plus combien de tonnes. Je sais combien de tonnes déjà? Si je dis pas de bêtises. Il fait 3 Tesla. Non, ça c'est les petits, ça. 3 Tesla. Euh... Non, non, il y avait tous les trucs. Je sais plus où j'avais vu ça. Il faisait 10. Je crois que, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. 182 km, 1500 ampères et 11,7 Tesla. Et bah, on parlera ça plus tard dans une autre vidéo. Mais je pense que j'ai un peu discuté de mes livres. Ça peut être intéressant pour les gens qui veulent bah, un peu connaître un peu les neurosciences, quoi. Ça peut être un sujet intéressant à discuter. Moi, je sais que c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis le fait d'en parler comme ça à l'oral, à voix haute, ça permet aussi de mieux mémoriser les informations. Donc, bah, c'est gagnant pour tout le monde, en fait. Il y a un partage de connaissances et aussi, moi, je consolide ma mémoire, en fait. Donc, voilà. Donc, je vous fais des poutous. Je vous dis bah, bonne soirée, bonne nuit, bon matin. Voilà. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.